d'atteinte à la vie privée et des données personnelles. Donc aussi notre cher ami a présenté le problème de la collecte des informations sur la toile et bien sûr cette question devrait être appréhendée en collaboration ou en touchant les questions épineuses de l'application de cette loi de 2004. Aussi il faut peut-être, il y a une jurisprudence importante parce que la question de cybercriminalité connaît aujourd'hui une évolution en Tunisie. En Tunisie, donc, on trouve aujourd'hui il y a de plus en plus de délinquants en matière de cybercriminalité, en matière informatique aussi, parce que la loi, vous savez que la loi de 2 août 1999 a mis en place des dispositions qui touchent ces crimes et qui répriment ces crimes. Donc l'article 199 bis détermine toute une liste des actes et des crimes informatiques. Mais les crimes informatiques en matière de d'Internet et de commerce électronique connaît quand même une spécificité, une particularité par rapport à ces dispositions qui sont générales et qui parlent et qui évoquent la criminalité informatique d'une manière générale. Donc il y a toujours donc ce problème de texte juridique ou dispositif juridique qui connaît cette spécificité de la cybercriminalité sur Internet, c'est-à-dire la criminalité sur Internet. Il n'y a pas des textes juridiques qui, à part donc, la loi de août 1999 et les dispositions de loi de 27 juillet 2004 sur la protection des données personnelles, il n'y a pas vraiment, et le conférencier a pu donc relever ce problème de l'inexistence de dispositions pénales spécifiques à la cybercriminalité en Tunisie. Il faut donc aussi faire allusion à la jurisprudence tunisienne. Donc la jurisprudence tunisienne est en évolution aujourd'hui sur la matière, parce qu'il y a des litiges en la matière. Il y a des litiges sur les documents électroniques et la preuve électronique. Vous savez, les juges tunisiens sont aujourd'hui appelés à appliquer les dispositions pénales, les dispositions relatives à la preuve électronique et au commerce électronique. Vous savez tous la loi de 9 août 2000, les étudiants de droit de commerce électronique. Alors, se rappellent de cette loi, fameuse loi de 9 août 2000 sur le commerce électronique, et qui contient aussi des dispositions pénales. Parce qu'il y a des dispositions pénales à la fin de cette loi de 9 août 2000, donc, qui concerne la répression des actes contre les transactions de commerce électronique. Donc, il y a la loi de 9 août 2000, il y a aussi la loi de 13 juin 2000 qui a modifié le code des obligations des contrats, et qui reconnaît la valeur probatoire de documents électroniques comme moyen de preuve, au même titre que le document papier. Donc ces deux lois sont des lois piliers en la matière. Donc les juges tunisiens ont quand même un dispositif juridique à appliquer en matière de preuve électronique et en matière de commerce électronique. Et les juges tunisiens ont eu l'occasion d'appliquer ce texte dans certains litiges. Il y a donc des litiges devant les juges tunisiens. Il y a des arrêts qui n'ont pas atteint donc, le niveau de la cassation aussi encore, mais les tribunaux de première instance et les cours d'appel donc, ont pu jusqu'à maintenant appliquer ces dispositions. Il y a un arrêt très récent, j'ai évoqué cet arrêt et j'ai parlé à mon ami peut-être au début il n'a pas eu l'information sur cet arrêt parce que c'est très récent. L'arrêt de février 2010, c'est un arrêt qui est au cœur de ce problème de cyberdélinquance en Tunisie, parce que les juges tunisiens, la chambre criminelle de première instance, de tribunal de première instance de Tunis, a pu avoir l'occasion d'appliquer des textes, la loi tunisienne, sur un délit, donc un crime qui a été commis par un jeune homme tunisien qui a envoyé des mails à des personnes
qu'il ne connaît pas, mais donc dans ce mail, il envoie un message comme quoi il est là pour les aider à régler leurs problèmes bancaires, etc. Donc ces personnes innocentes ont reçu ces mails et ont pu donc naïvement donner leurs données personnelles bancaires. Donc ces personnes étaient victimes de ces attaques, de ce crime informatique, parce que cette personne a pu, en collaboration avec d'autres personnes ailleurs, hein, parce que c'est un complot, et il a pu donc avoir des données bancaires de ces personnes, et ils ont pu débiter leur compte bancaire. Il y a des personnes qui sont tombées en faillite hein, à cause de cet acte criminel. Donc la chambre criminelle a sanctionné, a condamné cette personne pour 4 ans de prison. Hein. Mais le problème dans cet arrêt, dans ce jugement, c'est que le juge tunisien n'a pas pu appliquer des textes spécifiques, ni l'article 199 bis, ni la loi de 2004. Ils ont appliqué le code pénal dans ses dispositions classiques sur le vol, etc. Donc là, c'est un aspect critique que j'adresse à la position jurisprudentielle, à la position de la chambre criminelle. Donc on ne sait pas pourquoi le juge tunisien a appliqué les dispositions classiques de vol et non pas les dispositions relatives à la cybercriminalité ou la loi de 2 août 1999 et ni même les dispositions pénales qui existent dans la loi de 9 août 2000. Voilà donc brièvement ce que notre ami et notre collègue a pu donc relever comme question épineuse sur ce sujet de la cyberdélinquance en Tunisie et d'une manière générale. Alors, sans tarder sur cette question, j'aimerais bien donc ouvrir un débat sur le sujet et notre invité est là pour vous répondre à vos questions, hein, si vous êtes prêts à poser des questions. Voilà, on commence par Madame Michel. D'abord, je tiens à vous remercier pour cette brillante exposé. Vraiment plus qu'intéressé pour ne pas cacher. Et je tiens également à vous remercier au nom des étudiants de droit et au nom de l'Université centrale, mais également au nom de certains de nos collègues enseignants qui sont ici présents, dans un premier temps. Ceci d'une part. D'autre part, ce que j'ai remarqué, c'est que vous avez mis en avant justement un certain nombre c'est-à-dire vous avez réussi à mettre en relief c'est-à-dire le conflit entre, par exemple, l'anonymat, la préservation de l'identité, et puis de l'autre, c'est-à-dire le fait que ces personnes qu'on doit obligatoirement identifier parce qu'elles commettent des crimes et délits. Donc il y a, dans un premier temps, vous avez réussi à, c'est-à-dire vraiment mettre en avant cela. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui se passe au niveau international. Parce que, bon, vous le dites si bien, c'est-à-dire que, par exemple, un cyberdélinquant se trouve à l'étranger et le crime a été commis, par exemple en Tunisie. Alors qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il y a une coopération au niveau international? Est-ce qu'on songe à une coopération au niveau international? Puisque c'est d'ailleurs ce que vous avez mis en évidence d'emblée, à savoir la question de la transnationalité du crime, en fait. Et donc comment est-ce qu'on songe à y remédier? Est-ce qu'il y a des instances internationales qui y remédient? Je vous remercie. Merci. Voilà, je me présente, je suis Salavia, enseignante à l'Université centrale. Là, peut-être ma question, je viens formuler une question d'ordre théorique. D'accord. Là, je commence par un problème remarquable, un problème théorique peut-être, c'est le problème de la définition. Que veut-on dire par cyberdélinquance et surtout par cyberdélinquant? Pour pouvoir évidemment réaliser une classification et donner une catégorie particulière qui permet aux juges et qui permet évidemment aux législateurs de donner bien sûr des solutions législatives adéquates pour résoudre évidemment ce fléau, pour lutter contre ce fléau.
Ça, c'est une première question d'ordre théorique, mais qui, voilà, je suis tout à fait d'accord avec Madame Sonia Moutmechiche, que le problème, c'est un problème international. C'est-à-dire, même si les solutions internes, les solutions de droit interne existent bel et bien en Tunisie, il faut penser peut-être à des solutions internationales, parce que le problème ne peut pas être localisé. Vous venez là de nous présenter et d'analyser tout ce qui, les problèmes et surtout les difficultés de la localisation. Donc je pense évidemment qu'il faut penser à des solutions de coopération, à des solutions de sécurité internationale pour résoudre évidemment ce problème et pour lutter contre ce fléau. Peut-être là, avec ces deux questions, j'arrive à une troisième question, ou peut-être à une grande problématique récente liée à cette question nouvelle de communication, d'Internet, de tout ce qui est online. C'est la question peut-être de la relation entre liberté et ordre public. Vous voyez là, peut-être c'est une problématique à mon avis qui est une problématique qui pose beaucoup de difficultés et qui, jusqu'à aujourd'hui, on n'arrive pas à résoudre toutes les difficultés ou toutes les conséquences de cette relation entre comment peut-être réaliser comment en même temps on va garantir une liberté vis-à-vis bien sûr de cette évolution technologique qu'on ne peut pas dominer malheureusement ni par des textes juridiques ni par des instruments institutionnels. Et voilà, je vous remercie. Ces questions parce qu'il y a une question commune sur le caractère international. Et on passe par la suite aux autres questions. Hein? On répond à cette question et on passe. Regardez votre question, donc soyez tranquille. Hein? Nous n'avons pas oublié votre monsieur intervention. Voilà. Les grandes d'abord. Hein? Merci, ce sont des questions extrêmement pertinentes parce qu'elles touchent directement le fond du sujet. D'abord, s'agit-il d'une cyberdélinquance ou bien d'un cybercrime? Je crois que la plupart maintenant optent pour l'appellation cyberdélinquance parce que ça englobe tout genre d'activités hors la loi. Peut-être cybercrime c'est plus spécifique, ça peut être restreint à un certain nombre d'activités bien particulières. Donc la plupart parlent maintenant de cyberdélinquance pour englober tout genre d'activités hors la loi. Concernant le caractère transnational justement de la cyberdélinquance, c'est un problème central dans la lutte contre la cyberdélinquance. Vous savez, aujourd'hui, il n'y a pas une convention internationale pour la lutte contre la cyberdélinquance. Il y a un texte européen qui, c'est la convention contre la cybercriminalité, c'est un texte européen, mais bien sûr qui n'est pas obligatoire pour les autres pays. Mais sur le plan européen, au moins, il y a un texte commun. Mais par rapport aux autres régions du monde, donc il n'y a pas une convention internationale qui puisse réunir toutes les entités, tous les États sur ce sujet. Pourquoi? Parce que justement, c'est aussi au cœur du sujet, parce qu'il n'y a pas une unanimité sur l'approche qu'on devrait avoir, qu'on devrait adopter pour lutter contre la cyberdélinquance. La notion d'ordre public, vous avez dit, donc c'est une question aussi centrale parce que la notion d'ordre public c'est une notion élastique qui change selon la culture, selon l'idéologie du pays, selon l'héritage historique, culturel. Donc on ne peut pas avoir une seule définition de l'ordre public. Donc ce qui est conforme à l'ordre public dans mon pays peut ne pas l'être dans d'autres pays. Et donc, à partir de ce moment, il serait difficile d'appliquer les mêmes principes et les mêmes règles pour les deux pays. Et rien que la comparaison entre certains pays européens et les États-Unis qui appartiennent au même bloc culturel, si on peut dire, il y a des divergences. L'affaire EO que j'ai citée, c'est un exemple typique de cette problématique de différence de la notion d'ordre public entre les deux pays. Cette affaire porte sur la diffusion sur un site, c'est le site de Yahoo France, donc des sites antisémites. Alors, la section française de la société Yahoo donc, a diffusé ces sites et il y a des associations juives ont porté plainte devant les tribunaux français pour arrêter
cette diffusion. Alors, la justice française a pu finir par obliger la filiale française de la société AO à appliquer ces restrictions de diffusion des sites antisémites. Mais, étant donné que les sites n'ont pas été diffusés à partir du territoire français, mais plutôt à partir du territoire américain, et plus particulièrement de Baltimore aux États-Unis, où se trouve la société mère Yahoo. Donc, on n'était pas capable d'obliger la société mère de faire pareil et d'interdire la mise en ligne des sites antisémites à partir du territoire américain. Pourquoi? Parce que la loi américaine, et plus particulièrement the First Amendment of the Constitution of the United States, donc le premier amendement de la Constitution américaine, insiste justement sur la liberté d'expression. Et la liberté d'expression implique l'impossibilité de restreindre la diffusion des sites sur Internet, soit-il donc contraire aux idées fondamentales en France ou bien en Europe, qui est la lutte contre l'antisémitisme. Et les associations françaises ont porté plainte devant le tribunal américain contre la société Yahoo ou la société mère pour avoir l'exécution et appliquer donc la décision de la justice française sur le territoire américain, mais la justice américaine n'a pas suivi. Et n'a pas répondu donc affirmativement à cette demande, et la décision française n'a pas pu être appliquée sur le territoire américain. Donc ça prouve que la différence entre les législations et la différence de conception de l'ordre public peut avoir des implications directes sur une technologie qui ne connaît pas de frontières, qui méprise des frontières, qui est une technologie universelle. Et ce qui est diffusé à partir des États-Unis est reçu sur le territoire français. Et comme je vous ai dit, la plupart des connexions Internet qui utilisent des serveurs proxy ou bien les fournisseurs d'accès multinationaux ne sont pas détectables comme étant des connexions faites à partir du territoire français. Donc on ne peut pas bloquer ces connexions qui essaient de se connecter au site suspect, et donc on ne peut pas appliquer la loi dans ce genre de situation. Donc, comme vous voyez, il y a un problème d'harmonisation entre les législations étatiques. Il n'y a pas une convention universelle qui puisse réunir tous les États autour de ce thème. Et il y a le problème de la fugacité et de l'ubiquité de l'information. Malgré que les conséquences d'un délit ou bien d'un acte criminel pourraient être dans tous les pays du monde, mais malgré ça, un pays souverain pourrait ne pas être capable de poursuivre en justice les personnes qui ont commis ces actes à partir de l'étranger. Voilà, monsieur, vous avez une question? Oui. Je vais quand même me mettre debout, parce que c'est quand même assez important. Voilà. Merci, je vous remercie encore une fois de plus de votre parole. Tout d'abord, je m'aimerais me présenter d'abord. Je suis M. Longa Chopin, étudiant en troisième année de droit des affaires à l'Université centrale. Et avant de poser mes questions, j'en ai assez. Je voudrais d'abord tenir une remarque, parce que un débat, ce n'est pas non seulement poser des questions, il faut aussi contribuer. C'est un peu ça. Donc la remarque, c'est qu'au niveau de votre exposition, sinon de votre déclinaison, j'ai remarqué que vous êtes beaucoup basé dans le cadre, je ne voulais pas répéter ce que mes enseignants ont dit, dans le cadre interne, puisque si on voit bien, vous avez évoqué la question selon laquelle la délinquance au niveau de la cybercriminalité, ce n'est pas non seulement dans le cadre interne, mais c'est aussi dans le cadre international, parce que on peut avoir un délinquant qui se trouve en Amérique et qui commet une infraction, par exemple, en Tunisie. Donc c'est ce que je mets un peu, ce que vous essayez un peu de soulever. Donc, ma première question est celle-là. Pourquoi la cybercriminalité risque en quelque sorte de bouleverser le principe classique de la loi pénale, du principe de la territorialité de la loi pénale? Pourquoi la cybercriminalité risque de bouleverser le principe classique de la territorialité de la loi pénale? C'est ma première question. La deuxième question est celle-ci. Quelles sont les séries d'infractions incriminées en matière de cybercriminalité?
Parce qu'on ne peut pas dire que toutes les infractions en matière de cybercriminalité sont incriminées. On peut y avoir des infractions qui n'ont pas été, par exemple, prévues par une loi de cybercriminalité en Tunisie, par exemple. Puisque pour qu'il y ait incrimination, il faudrait que qu'il y ait un texte de loi. Donc j'aimerais savoir les catégories des infractions qui sont incriminées en matière de criminalité, bien sûr en Tunisie. On ne va pas parler du monde entier. Donc, la troisième question est celle-là, le mécanisme de la cybercriminalité et ses enjeux. Et la quatrième, la cinquième, voilà. Donc, la quatrième, je m'excuse. Donc, il est certain que le droit à l'informatique est un droit nouveau, c'est-à-dire un droit qui connaît son essor plus au XXIe siècle, si on voit bien. Alors, dans ce cas, on peut dire que ce nouveau droit a donc des nouveaux caractères d'infraction par rapport aux infractions du droit commun. Donc, quelles sont alors ces différentes infractions et les moyens de prévention et de répression de ces infractions? Par ailleurs, on remarque qu'en matière de cybercriminalité, la majorité de ces infractions ont un caractère particulier. Quels sont alors les types de criminalité dans ce domaine? Comment s'organise leur résistance et qu'en est-il réellement? Je termine par là. Bon, nous allons vous répondre, monsieur va vous répondre successivement à vos questions. La première question sur le caractère transnational de la cybercriminalité. Bon, il a pu répondre à cette question. Hein. Je ne sais pas s'il doit ajouter quelque chose là-dessus. Mais par la suite, monsieur, vous allez nous rappeler les questions, parce que vous avez posé une série de questions comme ça, donc on n'a pas pu prendre note. Donc, est-ce que vous avez répondu à cette première question ou vous voulez ajouter quelque chose, monsieur? Non, c'est pratiquement la même réponse. Caractère transnational. Le caractère transnational, vous avez évoqué le principe de la territorialité des volets. Donc, bien évidemment, le principe de territorialité du droit pénal est mis en cause aujourd'hui parce que le caractère donc, universel de la cyberdélinquance met en cause le principe de territorialité de droit pénal parce qu'on ne peut pas limiter l'impact de la cyberdélinquance à un territoire particulier. C'est une technologie qui maîtrise les frontières et donc on ne peut pas dire que le crime informatique, l'acte de délinquance informatique est limité à un pays quelconque. Pratiquement c'est la même chose pour d'autres catégories de crimes. Par exemple, c'est comme le cas de la pollution qui est faite dans la mer et qui pourrait atteindre les côtes d'un autre pays. C'est un cas semblable dans lequel l'acte peut être commis dans un pays et l'impact peut atteindre d'autres pays. Et dans ce cas, soit qu'il y ait une convention de coopération ou bien d'extradition entre deux pays qui ont eu un impact semblable de cet acte. Donc dans ce cas, il peut y avoir une coopération entre les deux pays. S'il n'y a pas cette coopération, chaque pays va essayer de son côté de réprimer ce crime et essayer d'atteindre ces personnes et de les juger. C'est en ce qui concerne la première question. La deuxième question, vous pouvez nous rappeler La deuxième question, pourquoi la cybercriminalité bouleverse en quelque sorte le principe classique de la criminalité? J'ai répondu à cette question. L'autre c'est la dernière. Vous avez répondu, c'est la deuxième. Non mais on va résumer, je sais pas. Mais la dernière. Donc,